Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment Ce utiles. n'est pas pour rien la tâche du joint semble simple, assurer l'étanchéité entre le joint du bloc cylindre et la culasse. En réalité, ce n'est pas si simple. La jonction entre la culasse et le bloc comporte un grand nombre d'endroits assez fins, à la fois en raison de l'emplacement des cylindres et des conduits de refroidissement du moteur. Et c'est dans les endroits étroits que, comme le dit le proverbe, tout se déchirait. En outre, trois circonstances compliquent la vie du joint, la température, la pression des gaz et l'étirement cyclique de la compression. Pendant la course du piston. En fait, elle tue le joint avec le temps. Il reste cependant l'impact des liquides plutôt agressifs, huile moteur et antigel, mais leur influence n'est pas aussi critique. En même temps, je dois noter qu'auparavant, toutes ces circonstances tuaient le joint plus souvent qu'aujourd'hui. Pourquoi ? C'est une question de technologie. Tout d'abord, les matériaux utilisés pour les joints ont beaucoup évolué au fil du temps. Dans le passé, la paronite, un matériau à base de caoutchouc et d'amiante, était utilisé comme joint résistant à la chaleur. Aujourd'hui, l'amiante est interdit en raison de sa cancérogénicité, ce qui nous oblige à fabriquer des joints un peu différents, voire ci-dessous. Et ils sont plus durables que les anciens joints à base d'amiante. Deuxièmement, la conception du moteur est d'une grande importance. Le joint, de plus, il s'agit d'une barre de vapeur insuffisamment élastique, et très sensible à l'exactitude de la géométrie des surfaces de contact. La précision de la fabrication des blocs et des culasses augmente au cours des 50 dernières années, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est, aussi étrange que cela puisse paraître, le downsizing à la mode, c'est-à-dire l'aspiration à fabriquer un malentendu. Turbocompresse d'1 litre avec 3 cylindres au lieu d'un, en ligne atmosphérique normale d'un volume de 3 litres. Mais il fut un temps où il y avait beaucoup de moteurs de ce type, et tout le monde en était satisfait. Mais seuls les joints de culasse de ces moteurs ne pouvaient pas vivre longtemps, les longues culasses des moteurs volumétriques. En ligne se vissait à la moindre surchauffe, l'accouplement devenait trop imprécis et le joint cédait rapidement. C'était surtout le pêche des car les moteurs à 8 cylindres en ligne n'avaient été inventés à l'époque que par Bugatti. Et quelques autres entreprises, et les moteurs à 12 cylindres en ligne n'avaient été inventés que par Packard, et ce moteur n'est jamais devenu un moteur de série, peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas trouvé d'endroit où le caser. Qu'ils aillent au diable, l'essentiel est que les TT du long bloc ont vraiment raccourci la durée de vie du joint d'étanchéité. Même si ces vieux moteurs étaient moins soumis à la chaleur et avaient des taux de compression plus faibles, leurs joints duraient moins longtemps que les joints modernes. Il est fort probable que si les joints de culasse de l'époque étaient fabriqués selon les technologies modernes, ils poseraient moins de problèmes. En effet, la base de ce sandwich est une tôle perforée. Un composé polymère, généralement sous forme de papier, est appliqué sur les deux faces, puis le joint est vulcanisé et la quantité nécessaire de produit d'étanchéité est appliquée sur les zones les plus problématiques. Comme vous le comprenez, lors de l'installation d'un tel joint, il n'est pas nécessaire d'appliquer un produit d'étanchéité supplémentaire. Il est déjà présent, et seulement là où c'est nécessaire. Si vous enduisez les ponts thermiques ou les ponts entre les cylindres, le joint sera rapidement brûlé à ces endroits. Toutefois, ce n'est pas très important, car si vous recouvrez généreusement le joint d'étanchéité de produit d'étanchéité, celui-ci sera expulsé lors de l'installation, il pénétrera dans les cylindres, et le moteur risque de ne pas survivre à une telle situation. Mais ce qui est vraiment important, c'est le couple de serrage des boulons de la culasse. Il y a plusieurs raisons à cela. Le joint fini est assez souple, il se plie et ses couches supérieures se déforment lorsqu'il est installé pour assurer l'étanchéité de la jonction bloc-culasse. Il est très important de serrer suffisamment le joint pour empêcher les gaz ou les fluides de s'échapper lorsque le moteur tourne. Mais il ne faut pas le presser, il se consumera rapidement ou sera détruit lors de l'installation. Par conséquent, la tête doit être boulonnée dans le bon ordre et au bon couple. En outre, nous nous souvenons tous que les boulons de la culasse ont une particularité, lorsqu'ils sont serrés, ils s'étirent légèrement et pressent la culasse uniformément et assez fermement. Lors du remontage, ils ne pourront pas le faire,
de sorte qu'économiser sur les boulons peut conduire à la nécessité de déposer la culasse et de changer à nouveau le joint, et si, par exemple, de l'antigel s'infiltre dans l'huile, alors il faudra également réparer le moteur. Voilà, en résumé, ce qu'il faut savoir sur le joint de culasse. Passons maintenant à la deuxième question, comment comprendre qu'il est temps de le changer? C'est difficile, mais c'est possible. Fonctionnement instable du moteur, bruit étrange, baisse du niveau d'antigel, surchauffe, baisse de la dynamique, couleur incompréhensible de la suie sur les bougies. Bien sûr, il existe un grand nombre de symptômes différents. Mais tous sont ambigus, la moitié des composants peuvent être condamnés à être remplacés. Un signe plus évident est le mélange d'huile et d'antigel. Dans ce cas, on pense immédiatement au joint de culasse. C'est-à-dire si, dans le vase d'expansion, au lieu d'un antigel pur, on trouve une substance incompréhensible ou une émulsion. L'antigel et l'huile se mélangent certainement. Mais là encore, le joint de culasse n'est pas toujours en cause. Il y a peut-être une fissure dans le bloc ou dans la chemise du cylindre, peut-être que la corrosion a fait fuir l'échangeur de chaleur. Peut-être que la pompe est étrange. Il est donc difficile de juger de l'état du joint uniquement sur la base de ces signes. De même, ne condamnez pas immédiatement le joint en cas de fumée blanche provenant du tuyau d'échappement. Je ne discuterai pas, dans la plupart des cas, cette fumée indique que de l'antigel pénétrait dans la chambre de combustion, mais revenons au paragraphe précédent, il y a de nombreuses façons pour qu'il y parvienne. Un autre signe indirect est la réduction de la compression dans un ou deux cylindres voisins. Dans le second cas en particulier, le joint de raccordement entre les cylindres peut brûler. Et il se peut qu'il ne brûle pas, car les raisons d'une baisse de compression sont nombreuses et ne sont pas toujours liées au joint de culasse. En général, la recherche de la manière dont l'huile pénétrait dans l'antigel, ou l'antigel dans l'huile, peut prendre beaucoup de temps. Et devenir une quête très excitante à l'aide de tests de pression, d'endoscopes, de scanners et de gros mots. Pourtant, cela conduit souvent à devoir démonter le bloc culasse, et là, bon gré mal gré, le joint devra de toute façon être changé. Comme dans le cas des boulons de la culasse, il n'est pas nécessaire de remettre en place le joint qui a déjà été enlevé au moins une fois. Économiser sur cette piste peut entraîner des réparations répétées, parfois très coûteuses. La principale raison de la défaillance du joint reste la surchauffe du moteur. Il semble que plus le moteur est compact, plus le joint est facile à manipuler, mais chaque médaille a son revers. Les inconvénients des moteurs modernes sont leur régime de température élevé et leur taux de compression plus important. Tout est clair avec la température, mais quel est le rapport avec le taux de compression? Plus le taux de compression est élevé, plus le taux de compression est élevé. Compression est donc la capacité des gaz à éclater dans le point faible du joint. Il en va de même pour la charge exercée sur les boulons qui maintiennent la culasse. Les cycles constants de compression et de tension des boulons de la culasse entraînent les mêmes charges alternées sur le joint, et plus le degré de compression est élevé, plus les charges sont importantes. Si l'on ne peut rien y faire, on peut agir sur la température. Plus le moteur est froid, dans certaines limites, bien sûr, plus la durée de vie du joint est longue. Cela signifie que les radiateurs doivent être propres et que l'antigel doit être remplacé à temps de l'antigel et pas d'erreur dans le mélange carburant-air et la correction du calage de l'allumage. Le calage de l'allumage permet de prolonger la durée de vie du joint. Pour être plus précis, il évitera son remplacement prématuré. Enfin, ne soyez pas trop gourmand lorsque vous choisissez un joint de remplacement. Il existe aujourd'hui de nombreuses contrefaçons, et il est souvent difficile de les identifier à l'œil nu. Bien sûr, vous pouvez remarquer quelques imperfections au niveau de la garniture du canal d'huile ou du canal de refroidissement. Une couche de mastic de travers ou autre chose, mais il est impossible de déterminer les matériaux du joint d'après l'apparence. La question se pose de savoir quel type d'étain a été utilisé. Peut-être se consumera-t-il rapidement? Peut-être que la composition du polymère n'adhérait pas à l'étain? Et de quel type de polymère s'agit-il? Peut-être qu'un simple papier d'amiante, qui n'est pas déformé lors du serrage des boulons de la culasse, n'assure pas l'étanchéité des joints ou qu'il est empoussiéré par de l'amiante ou des fibres de la base. Ou brûle-t-il instantanément? Ces joints suscitent de nombreuses questions et, comme d'habitude, il n'y a pas de réponse. C'est pourquoi il est préférable d'éviter les joints bon marche et de ne confier leur remplacement qu'à des spécialistes expérimentés, qui non seulement ne commettront aucune erreur lors de l'installation, mais vous mettront également en garde à temps contre l'installation d'une piste suspecte. En conclusion,
il est essentiel de rester attentif aux signes de surchauffe, aux boulons d'air et à l'état du joint de culasse. Si vous remarquez des fuites de liquide de refroidissement, une augmentation anormale de la température du moteur ou des performances réduites, il est temps d'agir. Ne laissez pas ces problèmes s'aggraver, car un joint de culasse défectueux peut entraîner des réparations coûteuses. En prenant soin de votre véhicule et en effectuant des vérifications régulières, vous garantissez sa longévité et son bon fonctionnement. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres conseils automobiles.